Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days, excludes restaurants. Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk, if there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on boit du café tout en jasant de crime. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec mon estimée co-animatrice Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien et toi? Ah, ça va pas trop mal. Et cette semaine, on a encore une gâterie pour vous, chers auditeuristes, parce que Mégane est encore parmi nous. Inquiétez-vous pas, on l'a pas kidnappée, mais elle est encore parmi nous parce qu'on a du bon café. Comment ça va, Mégane? Ça va bien. Yeah! Je suis contente d'être là. Ben, on est contente que tu sois avec nous, puis on espère que les auditeuristes aussi sont contents, parce que Mégane, c'est vraiment une charmante personne. Oh, merci. Aujourd'hui, Catherine, qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, nous buvons un café qui vient de la brûlerie urbaine. Alors, nous avons notre premier sponsor de café, une première collaboration avec une brûlerie. Yay! Donc, c'est un café qui vient de la brûlerie urbaine, qui nous a été gracieusement offert par le propriétaire qui s'appelle Vincent Moret. Et c'est un café qui vient d'Haïti. Donc, c'est un café que nous avons bu il y a quelques semaines déjà, et aujourd'hui, nous buvons... Pardon. Aujourd'hui, nous buvons une torréfaction différente. Donc, c'est un café qui vient d'Haïti. Il provient d'une coopérative de Collen dans la région de Tiote. Le café se fait en 3 torréfactions différentes, soit brun, mi-noir et noir. Et c'est un café que nous aimerions vous faire découvrir, surtout pour les gens qui aiment le café mi-noir et noir, et bien entendu, les gens qui sont originaires d'Haïti. Donc, aujourd'hui, nous buvons justement la torréfaction noire. C'est un café qui est produit en haute altitude. C'est un café qui est humide et lavé, comparativement au café qui est sec et sale, j'imagine. Et c'est un café qui est produit dans une coop et qui a des notes de dégustation riches et puissantes. C'est un café aux notes de chocolat. Moi, j'aime beaucoup le café qui est un peu sucré. Donc, des notes de chocolat, de noisette et de cassis. Et le café de torréfaction noire, contrairement au café de torréfaction brune, il n'est vraiment pas acide. Il est fort, il a un bon goût qui est très rond en bouche. On dirait qu'on fait de la dégustation de vin, mais c'est vraiment ça. Il y a une belle robe. Il y a une belle robe. Il y a une belle robe, puis il y a un beau fumet, on va dire. Et c'est un café qui a des notes très puissantes et qui est très bon justement pour se réveiller le matin quand on a besoin d'un petit kick pour commencer notre journée. Merci beaucoup à la brûlerie urbaine de nous avoir recommandé ce café haïtien. Voilà. Et petite recommandation de mon côté, si vous êtes du genre que vous aimez vous faire des lattés à la maison aussi, je trouve que la torréfaction noire, c'est une bonne option parce que justement, c'est un café qui est très robuste. Donc, quand vous allez le mélanger à votre lait, vous avez encore un bon goût de café. Ça va pas trop goûter juste le lait chaud, ça va encore goûter le café assez fort. Moi, je trouve que c'est un excellent café pour ça. Pour vous faire des petits drinks à la maison, si c'est votre genre. Ouais. Alors, maintenant qu'on a notre café, qu'on est réveillé, qu'on est motivé, de quoi on parle aujourd'hui, Catherine? Oh, mon doux. OK, aujourd'hui, on parle de meurtre. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de meurtre. On avait été soft ces derniers temps.
On avait été pas mal soft, mais tu sais, on s'est fait dire par nos nouvelles amies au podcast Crime de Bin qu'apparemment, les auditeurs et auditrices, ils aiment ça, les histoires de meurtre. Fait que là, on a décidé de faire des histoires de meurtre. Bon. Et j'ai trouvé une histoire très vieille, qui date des années 50, et dont j'avais jamais entendu parler, qui est une histoire de meurtre inusitée et sordide, qui se déroule dans le fin fond de la forêt de la Gaspésie. Et c'est ça que je vous raconte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à ce que je mette un petit peu de crime dans votre café? Oh que oui, je t'écoute. J'ai hâte d'entendre cette histoire de forêt et de chasseurs. C'est une histoire de forêt et de chasseurs. Alors, ça commence au début du mois de juin 1953. Il y a un monsieur américain qui s'appelle Eugene Lindsay. Il habite dans la ville de Hollidaysburg, en Pennsylvanie, et lui, il est un chasseur aguerri. Et il adore faire de la chasse. Il est venu plusieurs fois au Québec, Monsieur Lindsay, pour faire de la chasse dans les forêts de la Gaspésie. C'est un endroit qu'il aime particulièrement. Et là, au début juin 1953, il planifie un nouveau voyage de chasse en compagnie de son fils, qui s'appelle... Parce que les journaux, honnêtement, full disclaimer, j'ai pas parlé de mes sources, je vais en parler plus tard, mais les journaux s'entendaient pas sur les noms des gens. Ah. Donc, son fils s'appelle soit Robert ou Richard. Un nom en R. Choisissez votre nom préféré. C'est ça. Ouais, Eugene Lindsay veut emmener son fils Robert ou Richard et un ami de son fils qui s'appelle Albert ou Alfred. Un nom en A. C'est un nom en A. J'avoue que c'est des noms qu'on mélange, Albert et Alfred, par contre, là. Ouais, mais je crois que c'est Alfred. Souvent, il est appelé Fred. Donc, Eugene veut emmener son fils, possiblement Richard, et l'ami de son fils qui s'appelle Fred, pour un petit voyage de chasse de 2 semaines en Gaspésie. Eugene, il est ferblantier. C'est ça son métier. C'est un bon monsieur, qui est un bon vivant, qui est bien apprécié par tout le monde dans sa communauté. Il est venu, comme je l'ai dit, chasser plusieurs fois en Gaspésie, puis là-bas, il se sentait vraiment chez lui, il s'entendait bien avec les gens là-bas, il avait des super bons rapports, et il commençait à mieux connaître la forêt, il était très bon pour la survie, toutes ces affaires-là. T'sais. Fait que là, ils sont super bien équipés pour partir chasser en Gaspésie. Fait que là, il s'organise un petit voyage de chasse, et il obtient un permis pour circuler en forêt, en territoire sauvage, parce que c'est les années 50, et c'est un territoire qui est encore, je vais dire inexploré, mais c'est pas vraiment ça. C'est un territoire sauvage. Ça n'a pas été défriché encore, là, par nos ancêtres. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'asphalte, là. Ça n'a pas été très, très défriché, puis c'est un territoire sauvage qui est parfait pour faire de la chasse, justement. Et donc, lui, il part avec son fils, c'est l'ami de son fils, et ils entrent en forêt, en remontant la rivière, qui s'appelle la rivière Saint-Jean. Ils s'en vont vers, je pense que c'est proche de Murdochville. Ça va revenir un petit peu plus tard, puis là, j'ai pas le détail devant moi. Et en entrant en forêt, en fait, bien sûr, il faut que tu t'enregistres avec un garde-chasse, puis ils ont les permis de chasse et tout. On leur propose de leur envoyer un guide pour les accompagner dans le territoire sauvage, et Eugene Lindsay refuse. Il dit qu'il connaît assez bien ça, il va se débrouiller, il n'y a pas de problème, tu sais. Je suis bien correct que j'ai Google Maps. Je veux pas besoin de ça. J'ai été sur MapQuest. Oui, c'est ça! Il n'y a pas question, on ne demandera pas notre chemin, là. Non, on est des hommes, on ne demande pas notre chemin. C'est gay. Non! Demander son chemin. OK. Fait que là, ils s'enfoncent dans la forêt. On est le 9 juin 1953. Et le 5 juillet 1953, ils sont toujours pas ressortis de la forêt. Whoops. Oh mon Dieu, ça fait un mois, là. Ça fait 1 mois. Alors, le père de Alfred, qui s'appelle soit Clark ou Clar, C-L-A-A-R, qui est un nom que je trouve qui n'existe pas, mais qui était comme... ça existe pas. Non. Je pense que son nom, c'est Clark. le père de Fred Clark, qui était un jeune homme de 20 ans, c'est avec son père, il s'appelle Clarence, il est membre de la police municipale à East Hampton, en Pennsylvanie, tu sais, et, rendu au 5 juillet, il appelle au poste de police, en Gaspésie, pour savoir s'il peut parler au garde-chasse et pour avoir des nouvelles de sa famille. Il est transféré au sergent Henri Doyon de la SQ, la Sûreté provinciale, la Sûreté du Québec, et le sergent réalise que non, il n'y a personne qui a de nouvelles de sa famille, il n'y a personne qui a de nouvelles de Fred Clark ou de Eugene Lindsay et son fils. Ils sont partis refaire leur vie avec une famille d'ours. Ils ont du porridge et des lits de différentes grandeurs. Oh, c'est donc bien cute! Probablement que c'est ça qui est arrivé. On va l'apprendre bientôt. Ah oui. Ah. Alors, aux alentours du 10 juillet, il y a une enquête qui est commencée par la SQ. La première découverte qu'ils font, c'est 2 sacs de couchage qui ont été garochés dans les arbres en bordure d'une route de halage de bois. Ils aiment ça dormir en hauteur pour regarder les étoiles. C'est pour protéger tes snacks des ours. Aussi, peut-être, c'est une des théories qu'ils ont. Fait que peut-être qu'ils essayaient de protéger leurs snacks des ours, mais en même temps, c'est juste des sacs de couchage, j'ai même pas de snack. Et c'est eux le snack. Oui, c'est eux le snack. Ils auraient dû se mettre dans le sac de couchage. Pis Oh!
Et là, un peu plus tard dans la journée, le 10 juillet, la police découvre le camion de Eugene Lindsay qui est abandonné. Le camion se trouve à 65 milles au nord de la ville de Gaspé et la batterie du camion est morte. Les vivres sont encore dans le camion et sont intacts. Ben oui, les ours, il y avait un autre snack. Wink, wink. Wink, wink, ouais. Et on y trouve aussi une carabine dont le chargeur contient 6 cartouches. L'écran de sûreté est en place et on ne sait pas si la carabine a été utilisée ou non. La police commence une battue. Ils font une battue sur un rayon de 20 000 autour du camion. Et font aussi comme un survol aérien avec des avions de la SQ, tu sais, dans un rayon de 50 000 autour du même point pour voir s'ils pourraient trouver des traces des chasseurs. Le 15 juillet, et que ça fait 10 jours depuis que le père de Fred Clark les a portés disparus, il y a des corps qui sont découverts à 3 000 du camion. L'honorable Antoine Rivard, qui est solliciteur général de la province de Québec, il affirme dans les journaux qu'il y a des étranges éléments qui mériteraient une enquête détaillée. Il y avait des étranges. Il y avait des étranges et les circonstances dans lesquelles les corps ont été retrouvés poussent la police à penser qu'il y a peut-être eu quelque chose de louche qui s'est passé. Mais on sait pas trop. Foul play. Foul play. Foul play, exactement. Comme ils disent les Anglais. Comme ils disent les Anglais. Foul play. Les corps qui ont été retrouvés, en fait, c'est pas des corps, c'est des bouts de corps. Oh! Donc, ils ont retrouvé des Des os petits bouts. et aussi des jambes, des bras et un bassin. Un monsieur patate. C'est plus Monsieur Patate maintenant. Ah oui, c'est patate. C'est juste Patate. C'est juste patate, c'est pas Monsieur Patate parce qu'il n'y a pas de crâne. Oh! Ouh. Il y a juste des jambes, des bras, des bassins. Les corps Ok. sont retrouvés à quelques pieds d'un campement de chasse où il y a des traces qui prouvent que les chasseurs se seraient servis du campement de chasse. Et il y a des objets divers qui sont dissimulés un petit peu partout autour du campement, en dessous des branches, puis comme un peu enfouis dans la terre. Comme si quelqu'un avait essayé, disons, de dissimuler la présence des chasseurs à cet endroit-là. Le camp de chasse se situait à 12 à 15 000 du camion, qui était en panne, on se rappelle. Il y a, dans le camp de chasse, des mégots de cigarettes qui sont retrouvés. Les mégots de cigarettes sont de la marque que Eugene Lindsay aimait fumer. Fait que, pour la SQ, c'est la preuve que les corps qu'on vient de trouver sont possiblement les corps des personnes qu'on cherchait. Et finalement, il y a un autre fusil qui est trouvé, près des cadavres. Encore une fois, on ne sait pas si l'arme a servi à faire feu, mais il y a le cran de sûreté qui est encore activé sur l'arme. Pas bon signe. Ok, mais juste pour me souvenir comme il faut, là, les corps avaient été retrouvés plus proches du camion ou du campement? Du campement. Ok. Puis le campement était à 12 000 à pied du camion. Parce qu'on est profond dans le bois, là. Tu sais, il n'y a plus de route, Ouais. là. C'est ça. 2 jours plus tard, la SQ fait venir un coroner et un médecin légiste qui vient de Montréal. Qui Yeah. est un beau monsieur avec un beau nœud papillon et une petite moustache. Oh! Oh. Les meilleures sortes de monsieur. C'est les meilleures sortes de monsieur. Il s'appelle Jean-Marie Roussel, et Jean-Marie Roussel il est très important dans l'histoire. C'est lui qui va justement arriver à déterminer la cause de la mort, tu sais. Pour l'instant, avant d'avoir examiné les corps, la théorie la plus probante, c'est que les chasseurs étaient dans un campement, ils ont été attaqués par des ours. Les blessures sur les restants de corps sont plus concluantes avec des coyotes ou des renards qui auraient possiblement attaqué les cadavres une fois qu'ils auraient été morts. Oh. Des charognards. Ouais. C'est ça, on pense qu'il aurait peut-être été attaqué par des ours, et ensuite il y aurait des charognards qui auraient comme mangé des bouts de corps, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de tête, c'est pour ça qu'il manque des bouts de corps. Bon, dans le journal, ils interviewent un éminent zoologiste qui vient Oh. expliquer toutes ces théories-là. Alors maintenant, je vais vous parler des... je vais parler des mes sources dans un instant, quand ça va devenir important. C'était tout. Le lendemain, stay tuned. Le lendemain, Clarence Clark, le père de Fred, celui qui était un policier en Pennsylvanie, il arrive en Gaspésie pour identifier les corps et il regarde les bouts de linge sur les corps. Bon, Bonne chance, hein? C'est la fashion police. c'est la fashion police. Et C'est Jean Héroldi. Tu peux bien être mort, regarde comment t'étais habillé. Ew. Police du style. Ew. Et en faisant la fashion police, il identifie que c'est les vêtements de Eugene Lindsay, le père. Et là, 2 jours plus tard, le rapport du médecin légiste rentre et on apprend qu'en fait, c'est pas les ossements de 3 personnes, c'est les ossements d'une seule personne. Fait que c'est pas 3 corps, c'est une seule personne. Oh mon dieu. Mais démantibulé, pas rien qu'un peu. Il est éparpillé pas mal, là. Ils l'ont passé dans le shredder. Comme Steve Buscemi dans Fargo, là. Oui.
Absolument. C'est exactement ça, parce que c'est les jambes des bras des mandibulés. En tout cas. Fait que c'est maintenant que je pense que je devrais parler de mes sources. Pour monter ce cas-là, j'ai utilisé les articles du Soleil. Puis au début, je trouvais que il y avait pas beaucoup d'articles qui avaient été écrits là-dessus parce que c'était relativement petit. On a perdu des chasseurs, on sait pas trop ce qui se passe. À partir du moment où les cadavres sont retrouvés, il y a des articles dans plusieurs autres journaux. Mais j'ai décidé de continuer avec le Soleil parce que, honnêtement, c'était c'est vraiment une décision éditoriale. C'était du terrible journalism, puis il y avait tout le temps des erreurs dans les noms. Là, il venait de report qu'il y avait 3 corps qui avaient été trouvés, puis en fait, il y avait juste un corps. Fait combien de bouts de corps qu'il y avait, là? C'était pas si difficile que ça à compter. C'est pas comme on a retrouvé 5 bras, fait qu'on sait qu'il y a 3 personnes, tu sais. Les journalistes du Soleil ont fait une job très, très questionnable. C'est crapoute! Puis moi, je trouvais ça vraiment amusant. Fait que j'ai dû aller lire beaucoup d'autres affaires on the side pour pouvoir trouver les vrais détails, dont des documents officiels qui ont été écrits par comme les autorités du Québec. Puis à partir de ça, j'ai pu comme retracer ce qui s'est passé, mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'expliquer que au début, les journaux ils ont dit qu'ils avaient trouvé 3 corps puis que les 3 chasseurs étaient morts. Puis après ça, ils étaient comme « Oh non, finalement, excusez, on s'est trompé, c'est rien qu'un. » C'est quand même une grosse différence. C'est quand même une différence qui fait toute la différence. C'est une différence qui fait toute la différence. Mais là, la confusion demeure, parce que selon le médecin légiste, là, qui a analysé les os puis les bouts de corps, il s'agirait des os de Richard ou Robert Lindsay, le fils de 17 ans. Il sait ça parce que il y avait le bas de son bassin puis son épine dorsale, et qu'il dit qu'il y a un bout de l'épine dorsale que ça se solidifie quand tu atteins comme 30 ans. Puis ce bout-là, il n'avait pas été solidifié. Fait que grâce à ça, il sait que c'est un des 2 jeunes, et puisque le père de Fred Clark a identifié les vêtements puis il a dit que c'est les vêtements de Eugene Lindsay, ben il dit « Ok, ben clairement, c'est le fils de Lindsay. C'est pas l'autre jeune gars qui est mort. » Au début, on avait dit que c'était le corps du père, parce que c'était associé aux vêtements du père, mais là, on dit que c'est le corps du fils. Fait que là, ça ajoute à la confusion la ça plus fait très totale. Jésus, Oui, le corps du père, le corps du fils et le fils. Saint-Esprit! Alors, on est dans la confusion la plus totale, mais ça va se clarifier, je vous rassure tout de suite. Roussel, le médecin légiste, en concluant que c'est le cadavre de Richard Lindsay, dit qu'il ne peut pas se prononcer tout de suite sur les causes de la mort, mais il sait que c'est probablement pas des ours, parce que les ours ont lacéré les ossements. Donc clairement, le corps était déjà là, déjà rongé par des charognards, puis les ours sont arrivés, puis mais le type de blessures qu'il y a sur le corps, parce que maintenant on sait qu'il n'y en a rien qu'un, ne sont pas conséquents avec une attaque d'ours. Donc on sait que s'ils n'ont pas été attaqués par des ours, c'est pas ça. Mais on n'en sait pas plus. On sait que le corps était dans le bois depuis 1 mois, ce qui voudrait dire que Richard Lindsay serait mort très peu de temps après être arrivé dans la forêt avec son père puis son ami Fred Clark. Donc, ils sont arrivés, c'est pour ça qu'il y avait encore des vivres dans le camion qui n'étaient pas utilisés. C'est parce qu'ils seraient arrivés, ils seraient allés à un premier campement et ils seraient morts. Puis là, 1 mois plus tard, la police aurait été comme alertée. Mais c'est pas qu'il aurait survécu là pendant très très longtemps, qu'il aurait eu des problèmes, qu'il aurait été attaqué par des ours. C'est pas ça. Richard Lindsay serait mort très tôt après son arrivée dans le bois. Ce fut un accueil brutal! Ce fut un accueil pas mal brutal, from the wilderness. Et là, ce qu'on se demande, La forêt c'est... l'attendait en esti. La forêt l'attendait en tabarnouche et... T'apprendras de les chasser, là. Ouais, reste chez vous en Pennsylvanie. Fait que là, ce qu'on se demande, c'est où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que là, on a le cadavre de Richard Lindsay, mais on n'a pas les 2 autres. Ils sont où les 2 autres? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient morts? Tu sais, s'ils sont tous morts en même temps, ils devraient être tous proches, tu sais, tout à la même place. S'ils sont pas tous morts en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort, puis là, ils ont essayé de revenir, la batterie de leur camion fonctionnait plus, fait qu'ils sont partis à pied, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qu'on essaie de retracer. La police, en commençant à poser des questions, disons, aux gardes-chasse et tout ça, apprennent que, justement, ce qui est arrivé était peut-être lié au fait que leur camion fonctionnait plus. Donc, leur batterie était capote, et il y a plusieurs hommes qui auraient vu les chasseurs dans le bois en train d'essayer de réparer leur batterie. Et il y aurait un homme qui aurait donné un lift à Richard Lindsay pour retourner à Gaspé acheter un morceau pour réparer leur batterie, puis réparer leur char. Cet homme s'appelle Wilbert ou Wilfrid, on le sait pas, Coffin. Ouais, je sais, c'est terrible les noms. Mais voyons donc! Systématiquement, il y en a 2, là. À toutes les fois, il y en a 2. C'est épouvantable. Fait que là, 3 jours plus tard, il y a un garde-chasse qui découvre des ossements enfouis dans un feu de camp. Fait qu'il y a quelqu'un qui aurait essayé de brûler un corps. Wow! La police arrive là et ils réalisent que, bon, là, ils sont dans un autre endroit où il y a un campement dans le bois, parce qu'il y a plusieurs places pour les campements pour les chasseurs, bien sûr. Fait qu'ils arrivent là-bas, ils réalisent que, OK, là, il y a un cadavre
d'orignal et ils piece together l'histoire et se disent « Ok, peut-être que les chasseurs sont venus ici, ils ont tué un orignal dans l'espoir de comme attirer un ours, tu sais, avec l'odeur, puis pouvoir le tuer après. Et là, les ossements dans le feu, est-ce que c'est des ossements d'animaux? Est-ce que c'est des ossements humains? C'est des ossements de quoi? On ne sait pas. Ok, on est vraiment dans la confusion la plus totale pendant très 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 longtemps dans cette histoire-là. Mais là, le lendemain, le 22 juillet, la police réussit enfin à parler à Wilbert Wilfrid Coffin, celui qui avait donné un lift à Richard Lindsay pour aller réparer son camion. Fait que là, Coffin, entre-temps, entre début juin puis maintenant, on est à la fin juillet, il était reparti, parce que lui, il était un prospecteur de mines. Fait que là, quand il apprend que la police le cherche, il est à Latuc, à 500 000 de Gaspé, puis, il revient. T'sais, la police veut me parler, tu sais. Selon les journaux, il a 27 ou 37 ans. Ok, come on, là! je sais, c'est épouvantable. Si tu veux pas faire ta job, fais-la pas, puis va travailler chez Métro. Je sais, c'est épouvantable. Fait que là, Wilbert Wilfrid, il arrive pour parler à la police et il leur raconte son histoire. Le 10 juin, fait que le lendemain de leur entrée dans la forêt, il a croisé les 3 Américains dans le bois qui avaient des problèmes avec leur camion et il a proposé à Richard Lindsay de le ramener à Gaspé pour acheter un morceau pour réparer, pour acheter des spare parts. Et ensuite, il l'a ramené dans le bois, puis il a dit « Ok, moi, je m'en vais genre à Murdochville pour faire la prospection de mine, parce qu'il était prospecteur. Je vais revenir le 12, je vais revenir dans 2 jours. Puis si vous avez encore besoin d'aide, je vais vous aider. » Puis là, quand il est revenu 2 jours plus tard, le camion était encore là, mais il n'y avait aucune trace des chasseurs. OK, fait qu'il est reparti. À Montréal, parce qu'à Montréal, il avait une concubine. Oh! Ça va devenir plus important. Une concubine ou un concubin ou un chiot. On sait pas trop. Elle avait 26 ou 36 ans. Elle était blonde ou brune ou perruque rose, on sait pas trop. En tout cas. Fait qu'il était voir sa concubine pour passer une couple de jours à Montréal, c'est là qu'il avait sa maison, tu sais. Puis ensuite, il s'est rendu en Abitibi pour aller faire encore de la prospection de mine. Et quand il était en Abitibi, de là, il est parti puis il est allé à Latuc. Puis là, quand il était à Latuc, c'est là qu'il a vu dans les journaux que la police le cherchait. Fait que, ok, puis il a fait le contact avec la police. Et là, le même jour, la police découvre des sous-vêtements avec du sang dessus. Ah! Oh Qu'on a trouvé d'autres bouts de vêtements. Et on apprend aussi que le fusil qui était avec le premier cadavre, qui était en fait un cadavre, pas 3 cadavres, a été analysé par le coroner et que sur le bout du fusil, il y avait des petites touffes de poils qui étaient des cheveux et du sang. Oh my god. Oh. Oh non. La police trouve aussi une caméra qui appartenait aux chasseurs. Ils font développer des photos, puis il y a des photos des chasseurs, puis des photos de différentes personnes, tu sais, qui ont croisé dans leur voyage et tout. Et ils passent toutes ces personnes-là en entrevue, puis il n'y a rien de concluant qui débouche de là. Mais on a plein de photos. Plein de et là, le père de Fred Clark, il révèle à la police et aux journaux que quand Fred était parti en Gaspésie pour son voyage de chasse, il avait amené avec lui son kit de mécanicien, parce qu'il était mécanicien. Puis il avait dit à son père, ça se peut que j'essaye de rester là-bas puis de me trouver une job. Fait que là, il y a une nouvelle théorie dans les journaux, qui est que, en fait, Fred Clark se serait peut-être sauvé. Lui, il aurait peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, puis ensuite, il se serait peut-être parti, puis il aurait décidé de refaire sa vie en Gaspésie. Peut-être qu'on le retrouvera jamais, t'sais, parce qu'il avait amené son kit de mécanicien. Et là, c'est là qu'il y a une grosse révélation qui est faite encore pour jeter encore plus de confusion. Le cadavre qu'on a trouvé jusqu'à date. Oh my god. Okay? Le cadavre qui a été analysé par le médecin légiste, puis il a dit l'affaire avec l'épine dorsale. T'sais. Le cadavre. C'était pas le cadavre du fils, c'était le cadavre du père, Lindsay. Ben là... Oh non, il y avait le coccyx mou. Tout le monde est confus, puis il y avait le coccyx mou. Puis là, à partir de là, les journaux run with that information, puis disent « Ok, mais là, clairement, ce qui s'est passé, c'est que le père, il est mort. Il a possiblement été tué, peut-être par son fils, peut-être par Fred Clark, parce que il avait aussi été volé. Il avait un portefeuille sur lui, puis tout son argent qu'il avait emmené en Gaspésie, il avait emmené 650 $ US, son argent avait été volé. Mais voyons, il s'en allait dans le bois aussi qu'il allait dépasser ça. Je sais pas, peut-être pour le gaz pis tout ça. Ah ouais. Mais en tout cas, fait que son argent avait été volé. Fait que là, il a peut-être été tué par Fred Clark ou son propre fils. Et ensuite, les deux jeunes se sont sauvés ensemble. Puis ils ont vécu un grand amour. Oh my god. Un qui fait sa carrière de mécanicien. Ouais, mais j'ai juste une question. Homme à la maison. Mais là, oui, je sais. C'est normal que t'as des questions parce que dans ça un n'a petit pas, de bon sur le bord sens. de cette l'eau. histoire-là. non, mais c'est parce que si Fred Clark avait un kit de mécanicien, Ouais. pourquoi il pouvait pas réparer l'auto? Puis il était On sait mécanicien. Mais une batterie, ça se répare pas magiquement Non. comme ça, là, faut que tu la charges. C'est parce qu'il y avait besoin de spare parts aussi. Ok, Ouais. ok. Ouais, c'est pour ça. Il manquait des bouts, là. Pardon. Un Ils ont bon vraiment mécanicien, mais il peut bad pas luck faire de apparaître des parties... Je suis mécanicien, D'auto, pas de magicien, nulle madame!
Je suis pas Patrick Guérin. C'est ça, Patrick Guérin, le mage. Le mage avec la magie de la campagne. Alors là, on est rendu le 23 juillet. Tu sais, ça fait une journée que Wilbert Wilfrid Coffin est revenu. Là, il continue à faire des battues parce que, ben, ils savent pas trop, puis ils veulent trouver des traces, puis OK, est-ce qu'on va confirmer que les deux jeunes sont partis? Est-ce que, tu sais... Et la SQ commence à pogner les nerfs parce que ça avance pas assez vite à leur goût. Ça fait quand même genre 2 semaines qu'ils font l'enquête déjà. Alors, ils appellent un homme qui est décrit dans les journaux comme un des meilleurs enquêteurs de la province, le capitaine Alphonse Matt. Et le capitaine Raoul Sirois, qui sont de la division de la police de la route. Voilà. De la route. On enquête sur la route. On enquête sur la route. Elle va où, cette route-là? Tu sais que tu t'en vas, toi? Qu'est-ce que tu penses que tu fais, là, ici? Hein? Ouais. Hein? Ouais. Sur la route? T'as-tu payé ton payage? Les deux policiers y arrivent, puis c'est des super cops, puis là, ils niaisent pas avec la POC, puis ils disent aux journaux qu'ils vont entrer dans le bois, puis qu'ils vont rester dans le bois toute la nuit pour checker tous les campements et pour tout voir et tout savoir. OK. On va se recouvrir de sang d'ours, là, puis là, on va se couvrir de boîtes, puis on va devenir le bois. Le C'est bois, comme Arnold Schwarzenegger, là, dans Predator. Comme dans Predator. Parce que ça sonne comme une histoire de Predator aussi, cette affaire-là, avec un cadavre. Oui! Tout est éparpillé partout. Je vais dormir dans un cadavre d'ours. Je pense pas que c'est nécessaire, monsieur. Je t'ai demandé quelque chose. C'est comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Oui, exactement. Un cross entre Arnold dans Predator pis Leonardo dans The Revenant. Leonardo. Ciao, ciao. Donc là, mais malgré tout, tu sais, malgré leur gros bro talk, là, de hey, on va rester dans le bois, ça fonctionne. En faisant des gros high five. Yeah, ça fonctionne? Oui, les recherches s'étendent grâce à Matt et Sirois jusqu'à Murdochville, qui est effectivement la ville la plus rapprochée, et à 2,5 milles du cadavre de Eugene Lindsay, les corps de Clark et Richard Lindsay sont retrouvés. Ah, okay. Le cadavre de Richard a un trou de balle au niveau du cœur, sur son gilet de laine. Oh non! Le corps de Fred a un trou de balle au niveau de la hanche. Il ne pourra plus danser. Il pourra plus danser, il va avoir mal. Fait que les deux sont examinés par Jean-Marie Roussel, le médecin légiste, qui avait fait une très mauvaise job en disant que Eugene Lindsay était en fait son fils. Bon, mais là, cette fois-ci, il conclut que les corps sont assez bien conservés pour déterminer la raison de la mort, puis les deux ont été tués par balle. Il y a un trou de balle dans le cœur, il a été tué par balle. C'est ça, là, je veux pas nier les études de Jean-Marie Roussel, là, mais comme j'aurais pu deviner ça juste avec ces informations-là. Non, je sais, c'est bien confus, je sais. Jean-Marie Roussel... Juste à moitié réveillé, puis j'étais comme, je pensais à la même affaire. Il était très mêlé, puis la manière dont c'était raconté dans les journaux, c'était très, très mélangeant, puis c'est pour ça que, justement, ces détails-là, j'ai dû aller les corriger une fois que j'ai lu comme la commission d'enquête dont je vais vous parler plus tard, qui, là, avait des détails officiels tirés des dossiers de la SQ. Fait que ça, c'était de la bonne information. Mais Jean-Marie Roussel disait n'importe quoi aux journalistes, ou les journalistes reportaient n'importe quoi. C'était pas vraiment très clair. Fait que là, le 27 juillet, l'enquête se termine parce qu'on a trouvé les corps. Pour récapituler, parce que là, ça a été super confus, le premier corps qu'on a trouvé, c'est celui du père, Eugene Lindsay, qui restait juste les bras, les jambes, puis le bassin. Il n'y avait pas de tête. Son corps était trop détérioré pour déterminer la raison de la mort. Et on se demande si, justement, ça avait rapport avec la carabine qui a été trouvée près de lui, ou est-ce qu'il y avait des cheveux puis du sang sur le bout, là, sur la mire, là. Bon. À 2,5 milles de là, Richard Lindsay et Fred Clark sont retrouvés. Ils sont retrouvés comme sur le bord d'une petite rivière. Et encore là, comme au premier campement, il y a des objets, comme des items personnels qui ont été comme enfouis, puis c'est comme si les gens avaient essayé de les cacher en dessous des feuilles. C'est encore très, très sauce. Et les deux autres sont morts par balle, ça on le sait. Et tous les corps sont là depuis plus d'1 mois. Donc, on pense à ce stade-ci que, justement, les 3 sont morts pas très longtemps après leur entrée dans le bois. Fait que c'est pas le père qui est mort très longtemps avant, les garçons qui ont essayé de se sauver, c'est pas ça. C'est vraiment, les 3 seraient morts pas mal dans la même période de temps. Le 5, 6 ou le 12 août, parce que le soleil, you know. On fait de la meilleure job que le soleil, là. Comment... En tout cas, le 5, 6 ou 12 août, il y a une femme qui va livrer un indice très, très important et incriminant à la police. Et l'indice leur permet de trouver le revolver du crime. Le revolver qui la a permis concubine de tuer... de choses? Oui. Oh my God! C'est la concubine de Wilbert Wilfrid Coffin. Et Wilbert Wilfrid Coffin est prestement arrêté par la SQ. N'ayez pas de concubine. C'était le seul qui était là pendant que...
il strugglait dans le bois, là. C'était le seul qui était là. C'était pas le seul qui était là pendant qu'il strugglait dans le bois. Ça va come up pendant la défense de Coffin. On va vous expliquer ça. Et ben justement, quelques jours plus tard, on en apprend plus sur la femme. Donc la femme, c'est une femme qui, dans les journaux, ça dit c'est une femme qui connaît Wilbur Fried depuis comme 7 ans. Puis on finit par comprendre que c'est sa concubine. Et elle aurait trouvé chez elle une valise avec plein de choses volées dedans, qui seraient des choses qui avaient appartenu aux chasseurs. Fait que là, elle trouvait que c'était vraiment, vraiment, vraiment sauce. Et elle savait que Wilbur Wilfrid avait un gun. Alors, elle est allée voir la police et elle a dit à la police où était le gun pour que la police puisse faire une perquisition puis analyser le fusil. Cette femme s'appelle Marion Petty. Et elle est, selon Wilbur Wilfrid, sa common law wife. Fait que c'est sa concubine, mais ils sont pas mariés, mais ils sont... C'est bon, sa conjointe de fait, là. C'est sa conjointe de fait, sauf que ça existe pas tant, les conjoints de fait, dans les années 50. Fait que le monde sont comme vraiment... Scandalisés. Ils sont très, très scandalisés, puis ça va revenir un peu plus tard. Fait que là, grâce aux confessions de Marion Petty, qui livre des informations à la police, la Popo réussit à retracer les déplacements de Wilbur Fried. Et on s'en rappelle, il était à Gaspé, il était allé à Montréal, il était allé en Abitibi, il était allé à La Tuque. Puis là, en retraçant ça, puis en cherchant les gens à qui il a parlé, il réalise que tout le long qu'il se promenait, il vendait des choses à des gens qui étaient des items qui appartenaient aux chasseurs américains. Fait que là, la police récupère toutes ces affaires-là. C'est son trésor! Ben là, il y récupère toutes ces affaires-là pour les faire identifier par la famille. Puis là, la femme de Eugene Lindsay, qui est aussi la mère de Richard Lindsay, tu sais, et Clarence Clark, qui était déjà là, ben, identifient les objets pour dire oui, ça c'est le canif de Richard Lindsay, tu sais, ça c'est les jumelles de Eugene Lindsay, ça c'est les vêtements de Fred Clark, tu sais. Puis là, la famille identifie tout ça, puis c'est comme, ok, mais là, c'est vraiment ça, c'est parce que il laissait une trail d'objets, ouais. il laissait une trail de recel à travers tout le Québec. Là. C'est vraiment le petit pousset. C'est Venez m'arrêter, je vous dare. Yeah! Fait que là, il s'arrête Wilbur Wilfrid, tu sais, lui, il avait déjà comme il avait déjà une custody, il avait déjà arrêté quand Marion Petty est allée les voir pour leur livrer l'arme du crime, parce qu'il y avait assez de preuves, tu sais. Puis là, à partir du 17 août, ben, il y a vraiment assez de preuves pour comme l'accuser formellement des meurtres, tu sais. Et il est bertillonné. Est-ce que vous savez c'est quoi le bertillonnage? Je voulais vous apprendre ça. Pas en tout. Non, je t'écoute. Le bertillonnage, j'ai appris ça en faisant mes belles recherches pour écrire mes romans policiers, mais le bertillonnage, ben, c'est le processus d'identification des suspects, où est-ce qu'ils prennent tes empreintes digitales et ta photo, puis tes données biométriques. Fait qu'ils vont mesurer ta grandeur, puis ta largeur d'épaule, puis tu sais, ils vont prendre de face, puis de profil, puis les empreintes digitales, puis ils vont tout garder ça dans un petit dossier, où est-ce que tu cherches tous les petits dossiers à la main, parce que c'est des années 50, ça prend une éternité. Mais donc, il est bertillonné, fait que là, maintenant, on a ces empreintes digitales, puis on peut faire des correspondances, parce qu'à ce moment-là, ça existait déjà. On peut faire des correspondances entre ces empreintes et des empreintes possiblement trouvées sur des objets, sur les scènes de crime. C'est cool, hein? Oui, je voulais merci. juste vous parler du bertillonnage, parce que c'est ton affaire. Que c'est un beau mot efficace pour décrire tout un processus. Oui, c'est bien fun. Pendant longtemps, ça s'est appelé comme ça. C'était pas l'identification judiciaire, c'était vraiment le bertillonnage. Fait que tu bertillonnes quelqu'un. Il utilisait ça comme un verbe. Alors là, pendant ce temps, Wilbur Wilfrid Coffin apparemment livre une confession à la police, et il confesse les meurtres. Mais là, ça, c'est le soleil qui nous dit ça, puis on sait pas si c'est vrai parce qu'ils nous disent n'importe quoi. Et là... Apprendre avec un grain de sel. C'est apprendre avec un grain de sel. Et là, on va faire un saut dans le temps. Presque un an plus tard, en juillet 1954, son procès commence à Wilbur Wilfrid Coffin. Le procès a commencé tellement tard parce que le jury était très, très difficile à constituer. Parce que Wilbur Wilfrid était un anglophone. Et, selon la loi, il a le droit d'être jugé par ses pairs, donc des anglophones. Fait que là, il fallait trouver plein d'anglophones à Gaspé, qui était pas une affaire... Ouais, bonne chance, hein? Ouais, j'avoue qu'il pas une affaire pas qui les était rues, super facile. Non, c'est ça. Fait que là, il a fallu constituer un jury d'anglophones à Gaspé, juste pour lui. Ça a été très long et très compliqué. Puis en plus, le cas avait été médiatisé, présent dans les journaux et tout. Fait que c'est difficile de trouver des gens qui avaient pas nécessairement entendu parler de ça ou qui avaient pas de préjugés par rapport à l'histoire. Et là, quand finalement ils font un procès à Wilbur Wilfrid Coffin, ils font un procès seulement pour le meurtre de Richard Lindsay. Parce que c'est lui qui a été tué d'une balle au cœur. Et que la balle venait du revolver de Wilbur Wilfrid Coffin. Fait que là, il y a des preuves pour prouver que c'est vraiment lui qui est responsable de ça. Parce que, justement, on peut pas nécessairement prouver que c'est lui qui est responsable de la mort de Eugene Lindsay. On sait pas de quoi il est mort, son corps était trop détérioré. Et pourquoi Fred Clark est pas impliqué là-dedans, je sais pas trop. En tout cas, il a un procès, puis c'est juste pour la mort du fils Lindsay. Alors, pendant le procès, il y a plein de choses super incriminantes qui sortent
contre Wilbert Wilfrid Goffin. C'était un tout croche! On se rappelle qu'il a dit qu'il avait aidé les hommes dans le bois le 10 juin. Ensuite, il était allé à Murdochville dans une mine. Puis là, le 12 juin, il a dit qu'il était repassé, tu sais, pour les aider. Puis là, ils avaient pas trouvé de traces d'eux autres. Puis il était reparti, tu sais, go on his merry way et tout. Fait que là, le 12 juin, quand il est sorti du bois, il est allé chez un de ses amis, OK? Puis il était super sous. Il avait une carabine dans son truck. Et quand il était chez son ami qui s'appelait Murray Patterson, il y avait des anglophones dans ce bout-là, apparemment, tu sais. Fait que là, quand il est allé chez Murray Patterson, il a montré qu'il y avait un nouveau canif. Yes! J'ai un nouveau canif! C'est ça, yes! Yes! On m'a donné ça, c'est mon canif. Mais en fait, c'est pas son canif, c'est le canif de Richard Lindsay. Whoop. Fait que là, il est sorti du bois, il va dans un bar, après être allé chez Murray Patterson, il va dans un bar, puis là, il paye à boire à tout le monde. Il était déjà Là, sous. après, il il était était déjà sous. Il était comme, j'ai plein d'argent, d'un coup, m'a payé à boire, yeah. Puis après ça, il rembarque dans son truck, yeah. Puis là, à 3h30 du matin, il prend le champ, il va dans un fossé. Puis là, il y a comme quelqu'un qui arrive, pis comme, t'as-tu besoin d'aide? Pis genre, non, ouais, peut-être. Fait que là, il y a un monsieur qui l'aide à sortir son truck. Pis là, Wilbert Wilfrid, il dit, je vais te payer parce que tu m'as aidé. Pis il donne de l'argent US. Oh! Fait que là, il va faire réparer son camion. Pis là, il donne un type de 20$ au garagiste. US! Puis 20$, c'est beaucoup d'argent dans ce temps-là, on s'entend, là. Quand c'est pas ton argent, hein, puis que tu l'as volé sur un monsieur... Là, c'est plus facile. C'est juste le pitcher, là, de même, là, puis payer des rounds à tout le monde, yes Make it rain. Mais là, il fait pas juste payer des rounds à tout le monde, OK? Il fait aussi du self-care, parce qu'après ça, il s'en va chez un barbier, puis il s'en va se faire couper les cheveux, OK? Ça va se faire couper les cheveux, puis il dit, là, je me paye la traite. Là, tu fais tout le shampouinage, puis tout le petit massage de scalp, là. Crème, et ça lui coûte, là, j'ai un point de référence, ça lui coûte 3$, et lui, apparemment, il gagnait 1,5$ par jour. Fait que c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est 2 jours de travail pour sa petite coupe de cheveux, puis ça... Ben oui. J'espère on se rappelle le 20$ qu'il a donné à quelqu'un la veille, là. C'est beaucoup. Oh my god. J'espère qu'il est sorti de là avec les cheveux de Jay du Temple. Ça doit! J'espère qu'il avait la coupe de cheveux du Jay du Temple quand il a été arrêté par la police. Ah oui, là, puis là, la police était comme arrêtez, monsieur, même si vous êtes vraiment fachon. C'est pas la fashion police qui l'a arrêté, lui. Il voulait être beau pour son bertillonnage. Oui, il voulait être beau pour sa photo. Ben oui! Il était pas très beau. Pas pour Marion, pour son bertillonnage. Non, pour son bertillonnage. Pas pour Marion Pelly. Fait que là, après ça, oui, c'est ça. Là, il faisait le tour avec son truck, là. Il venait pas directement à Montréal, parce qu'on est à Gaspé. Puis son canif. Puis payer de la traite à tout le monde. Mais c'est ça, on est à Gaspé, qui est comme dans le nord de la Gaspésie, me semble, ouais. Et... Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Lui, il a fait le tour, puis il a passé par la baie des Chaleurs pour venir à Montréal. Mais t'es dans le sud, là. Uh-huh. Fait qu'il a fait le tour complètement. Il a fait un tir au trip. Il a fait le tour de la Gaspésie. Fait que là, rendu dans la baie des Chaleurs, il dort dans une auberge. Et là, dans son auberge, encore, il se fait remarquer parce que, Parce qu'il a une belle coupe de cheveux! Parce qu'il a un beau canif. Il est super sous. Il commande 8 bouteilles de bière avec son souper. Ben voyons donc! Puis après ça, il y a comme la propriétaire de l'auberge, puis son mari, puis leurs enfants, tu sais. Puis là, à un moment donné, il sort son porte-monnaie, puis il commence à donner de l'argent aux enfants. Il est comme « Ah, vos enfants sont beaux! On va leur donner du cash! » Puis là, il sort de l'argent, puis il donne des billets US aux enfants, tu sais. Puis là, après ça, quand il part, les propriétaires de l'auberge remarquent qu'il a oublié de l'argent en dessous de sa chaise. Hey, ok, c'est vraiment rocambolesque. Carefree, là. Puis c'est même pas fini, là. Ce cas-là, c'est pareil, comme... C'est la version criminelle de Mr. Bean, là. Mais en alcoolique. En alcoolique.
c'est encore mieux. Fait que là, quand il arrive enfin à Montréal, sa blonde, Marion Petit, elle voit dans le coffre de son truck, là, dans son pick-up, tu sais, une pompe à gaz. Mais là, une pompe à gaz, apparemment, c'est la chose que Richard Lindsay avait acheté quand il l'a raccompagné à Gaspé pour réparer son camion. Oh là 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 là! Fait que là, il va faire sa... OK, dans les jours suivants, quand il reste à Montréal, il fait le tour, il va voir sa famille, puis il paye à boire à tout le monde. Puis apparemment, il s'achète en moyenne 8 bouteilles de bière par jour, et il ne travaille pas. Puis là, tout le monde est comme, t'as donc bien du cash pour quelqu'un qui fait juste être sous à longueur de journée. Puis à un moment donné, il est comme, OK, c'est peut-être ça. Puis là, il part en Abitibi pour faire semblant qu'il va aller travailler. Non, mais attends, là, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Ça s'appelle Instagram. Tu peux faire beaucoup d'argent en ne faisant rien. C'est un influenceur. Avec la clout. Avec sa belle coupe de cheveux, c'est the babe. Son channel YouTube, il pognait beaucoup. Ouais. Yo, aujourd'hui, je suis en belle chaleur. Yes, on donne 20 piastres à des enfants. Aujourd'hui, on fait un prank. Subscribe. On fait un prank, on donne de l'argent à des enfants. Yeet! Checkez-moi boire mes 8 bouteilles de bière avec mon souper. Ouais! On est rendu à la bouteille de bière challenge! Lit! Avec un souper lit! Pendant qu'il était à Montréal, Wilbert Alfred Coffin, il avait une valise grise qui était pas à lui, qui avait juste... Il y avait une valise, bon. Puis là... Il y a pas des affaires qui étaient pas à lui. Ouais, peut-être que Marion Petit a posé trop de questions parce que Wilbert Alfred est allé chez sa sœur à lui-même, la sœur de Wilbert Alfred, pour lui demander s'il pouvait garder la valise, parce que possiblement qu'il voulait pas la garder à la maison parce que Marion posait trop de questions, tu sais. Et là, la valise est récupérée par la police. Il va se passer des choses avec elle plus tard, mais elle était très très smart. Puis là, la valise est récupérée par la police, puis à l'intérieur, ben, il y a plein de choses qui appartiennent à Fred Clark. On trouve des serviettes, des paires de salopettes qui sont identifiées par son père. Ouais, ça, c'est les salopettes à mon fils. Écrivez votre nom dans vos vêtements, c'est important. Il y a aussi une paire de jumelles qui est identifiée par le père de Fred Clark. Qui est comme, oui, ça, c'est les jumelles de mon fils. C'est qu'il y a plein de petits trucs comme ça. C'est comment... En plus, dans les choses de Coffin, ben, la police trouve un porte-monnaie. Et c'est un porte-monnaie qui appartenait à Richard Lindsay, que sa mère identifie. Fait que là, ils n'ont pas trouvé l'argent, mais ils ont trouvé quand même beaucoup d'objets. Et finalement, ben, la couronne, pendant le procès, dépose en preuve toute cette série d'objets-là. Justement pour montrer aux jurys toutes les affaires qui ont été volées, puis après ça, cachées ou revendues ou comme stashées quelque part, tu sais, pour incriminer Wilbert Wilfrid Coffin. Et tous les items sont identifiés à tour de rôle par les membres de la famille. C'est vraiment, là, il y a pas de blur, là. C'est pas comment, c'est pas vraiment, c'est peut-être la salopette à Coffin. Non. C'est toutes les choses qui appartenaient aux chasseurs. C'est pas des choses qui appartenaient à Wilbert Coffin, qui étaient pauvres, puis qui avaient pas ces affaires-là. Puis c'est ben sauce. Et finalement, le 27 juillet, pendant le procès, la sœur de Coffin, elle vient identifier les vêtements que son frère portait quand il est rentré à Montréal, quand il est venu lui porter la valise, tu sais. Puis elle est comme, oui, ce chandail-là, mon frère, il portait ça, puis ces jeans-là, ou whatever. Et après ça, ben, la famille des chasseurs, en fait, dit que c'est des morceaux de vêtements qui appartenaient aux chasseurs américains. Oups! Oh, pareil. Il a fait un Eugène Poitras de lui. Fait que là, on peut constater que la couronne, ils ont un pas mal bon cas. Hein? Oui. C'est pas mal incriminant. Et la défense ont pas grand-chose de fun à raconter, mais ils essayent bien fort. Fait que là, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est d'empêcher la couronne de mentionner Eugene Lindsay et Fred Clark, parce que le procès, c'est juste pour le meurtre de Richard Lindsay. C'est pour comme atténuer un petit peu la possibilité de culpabilité, j'imagine. Et la défense empêche Wilbert Wilfrid de témoigner pendant son propre procès, qui est une bonne affaire. Ouais, il a pas l'air très fiable. C'est vraiment un très bon témoin. Surtout s'il est encore en anticipation. Non, c'est ça. Puis il envoie aussi beaucoup de témoins pour témoigner du bon caractère de Wilbert Wilfrid Coffin. T'sais, il essaye fort, là. Ben, il a donné plein d'argent à plein de monde. Oui, c'est un bon job. Tout le monde l'aime. Payer une round à tout le monde. Tous les enfants de la baie des Chaleurs. Les enfants de la baie des Chaleurs étaient comme, il était vraiment fin, j'ai pu m'acheter un succion. Oh, grâce à son argent. Mais, ben, malheureusement, ben, la couronne fait venir aussi des témoins de caractère par rapport à
Wilbert Wilfrid Coffin, qui disent que pendant qu'il l'aidait pour la battue, puisqu'on s'en rappelle, il a aidé pour la battue. Au début, il était pas un suspect, il venait juste les aider, tu sais. Apparemment, il a réagi de manière pas mal sauce en regardant tout le temps dans la direction où est-ce que les cadavres ont été trouvés. Ok, ça va pas bien, là. Dude, essaye! C'est pas un criminal mastermind, là. Non. Êtes-vous prête à ce que ça aille encore moins bien? Je suis... Pour Wilbert Wilfrid Coffin. Moi, je suis partie pour la ride, là. Ouais, c'est ça, on est dans la descente. La ride là, ascendante. On est dans Pitoune à ronde, là. On est rendu à l'histoire de la carabine. Apparemment, le 28 août 1953, 2 agents de la SQ étaient allés dans le bois pour aller jusqu'au camp de chasse qui appartenait à Coffin. Après avoir entendu un témoignage selon lequel il était sorti du bois, tu sais, Coffin, puis qu'il y avait quelqu'un qui avait vu The Muzzle of a Gun quand il est allé chez son ami avant de genre payer la traite à tout le monde au bar, là. Fait que les 2 agents de la SQ s'en vont au camp de Coffin pour fouiller puis voir s'ils pourraient pas trouver la carabine puis essayer de relier ça, tu sais, au meurtre. Mais les agents ne trouvent rien du tout, à part des traces de pas qui indiquaient qu'il y a quelqu'un qui était là, il y a pas très longtemps auparavant. T'sais. Et on est le 28 août 1953, fait que ça fait presque 3 mois, juillet, août, septembre, c'est ça, que les chasseurs sont morts, là. Fait que Coffin, il est déjà en custody depuis 1 mois facile, il y a pas de raison pour laquelle il y aurait quelqu'un d'autre qui serait venu piétiner dans le camp de Coffin. Fait que là, suite à ça, les capitaines Matt et Sirois, les 2 chefs de police, les Super Cops, vont faire des perquisitions chez Coffin et sa famille dans l'espoir de retrouver la carabine qui aurait été vue dans son pick-up quand il sortait du bois, tu sais. Mais ils ne trouvent rien. Et là, un peu avant le procès, en mai 1954, quand il préparait le procès, il y a un homme du nom de Jean-Guy Hamel qui est un ancien employé de l'avocat de la défense de Coffin qui vient voir les policiers pour leur livrer un témoignage choc. Oh non. Et il leur dit que dans la nuit du 27 au 28 août 1953, fait que juste avant que les agents de la SQ aillent au camp de Coffin, Raymond Maher, qui était l'avocat de Coffin, le frère de Coffin et Jean-Guy Hamel se sont rendus au camp de chasse pour trouver la carabine et s'en débarrasser. Il dit aussi que l'avocat de la défense de Coffin aurait trouvé la carabine et l'aurait pitchée dans le fleuve à partir du pont de Québec. Oui! Wow! Et ça, c'est un avocat qui va above and beyond. He does, he sure does. Et là, il aurait fait ça à la demande de Wilbert Wilfrid, qui les aurait contactés de la prison. T'irais-tu être choqué l'arme du crime dans le fleuve? Pas de problème, mon ami! Mais là, l'avocat de la défense, c'était vraiment pas de problème, mon ami, mais tu sais, Jean-Guy Hamel, lui, il était très très problème, mon ami, mais il pouvait pas rien dire parce qu'il était engagé par l'avocat de la défense, puis il pouvait pas aller voir les policiers à cause du secret professionnel. Mais là, plusieurs mois plus tard, il travaille plus pour l'équipe de la défense, puis là, il peut aller livrer ce témoignage-là à la police. Fait que là, ça part toute une autre affaire, un side story, où est-ce que Jean-Guy Hamel est convoqué en cours pour répondre de ce témoignage-là qu'il a fait, et en cours, il dit non, c'était pas vrai, c'est non, fait que finalement, il est accusé de parjure et il est envoyé en prison. Ouais. Wow, oui. C'est ça, c'est la conséquence de tes actions, mon gars. Voilà. Et finalement, la carabine, elle est jamais retrouvée. Elle est partie vivre sa vie de carabine. Fait que c'est possiblement la carabine qui aurait servi à tuer peut-être Eugene Lindsay. Et peut-être Fred Clark. C'est peut-être pour ça que le procès était pas pour Fred Clark. Peut-être qu'il aurait tué un avec le revolver, peut-être qu'il aurait tué un autre avec la carabine. Bon. Et là, à coup de théâtre, le 22 juillet, pendant le procès, après un break de 2 jours, la défense revient en déclarant qu'ils ont trouvé 85 nouveaux témoins pour témoigner en faveur de Wilbert Wilfrid Coffin. 85 personnes! Mais là, le juge est comme... on est là, la couronne ça va être long, là. Non, je vais aller pêcher. C'est un long procès. Mais là, la couronne est comme, c'est le fun, mais nous autres, on en a 200. Fait amenez-les vos 85 témoins. Fait qu'il y a comme une petite bataille de coq. J'espère que vous avez des coussins pour vous asseoir dans le tribunal. On va être là. Puis là, dans les journaux, il y a plein de témoignages niaiseux de toutes ces 85 personnes-là, puis les 200 personnes de la couronne, dont une histoire d'un homme qui vient raconter que lui est un magasinier puis qui a vendu des œufs aux Américains. Puis là, il aurait trouvé des œufs dans le bois, puis il fallait identifier si c'était les mêmes œufs qui avaient été achetés par les Américains, puis ça mène à rien. Puis c'est comme, pourquoi? C'est dans le process. Tout le monde voulait participer.
Il voulait être Amenez impliqué là-dedans, le poule, magazine. Ben ouais. demandez-lui si c'est dur. Fait que là, le 31 juillet, Marion Petty revient. Yeah! Ah, c'est Petrie, son nom, voilà. Je savais qu'il y avait une erreur dans mes notes. Fait que c'était, dans le soleil, elle était nommée Petty, mais apparemment, elle s'appelait Petrie, avec un R. On s'excuse. Donc, Marion Petty, elle revient dans le portrait. Son statut est questionné par les autorités judiciaires, parce que techniquement, si elle est la femme de Coffin, elle ne peut pas témoigner contre lui. Mais là, il dit qu'elle est sa common law wife. Fait que là, elle est pas vraiment sa femme. Fait que là, elle pourrait témoigner contre lui, maudite pécheresse. Puis là, il y a beaucoup de slut-shaming dans les journaux. Énormément. Puis là, il y a comme un avocat qui dit que c'est un outrage à la loi et à la chrétienté parce que, tu sais, en tout sauf en titre officiel, elle est sa femme. On devrait pas pouvoir la faire témoigner. Mais là, apparemment, le juge, il rule out que on peut la faire témoigner. Let's go! Et là, dans les journaux, OK? Dans les journaux, elle est décrite comme une petite brune et ensuite une grande et élégante brune. Fait qu'on sait pas. Ça dépend de la personne qui regarde. Elle avait des talons hauts ce jour-là. Ouais, Pour Claude Faneuf, c'était une grande et élégante brune. Pour Claude Faneuf, elle faisait 5 et 7, fait que des fois, elle était grande, des fois, elle était petite. Ouais, ça dépendait de la personne à côté de laquelle elle se tenait. Fait que là, elle vient en cours et grâce à ça, ben, tout son témoignage sur les items volés qu'elle a retrouvés chez elle et le revolver du crime sont admissibles en cours. Parce qu'elle est habilitée à témoigner, elle n'est pas vraiment la femme de Wilbert Wilfrid Coffin. Fait que là, la leçon de ça, c'est, si tu vas commettre un meurtre, t'es mieux de te marier avec quelqu'un avant pour pas que la personne puisse dish sur toi à la cour. C'est ça la Put a ring on it. C'est ça la morale. C'est ça la morale, ouais. Êtes-vous d'accord avec la morale? Fait que là... Si t'es pour commettre un meurtre, marie-toi. Put a ring on it. Marie-toi. Fait que là, pour récapituler, Coffin, il a été vu dans les jours après la disparition des chasseurs, il était plein de cash, il était sous sans arrêt, il avait une carabine qui a ensuite disparu dans des circonstances mystérieuses sur lesquelles personne ne s'entend. Il serait descendu à Montréal où il aurait caché des items qui étaient liés aux chasseurs, puis ensuite il serait monté en Abitibi vendre des items liés aux chasseurs. Fait que bref, c'est pas mal incriminant. Et finalement, oui, il aurait dépensé plein de billets US, parce que c'est bien le fun que c'est les années 50, parce que si tu te ramasses avec beaucoup d'affaires comme ça ici, ben... aujourd'hui, il faudrait que tu ailles au guichet pour les faire changer, t'sais. Mais dans ce temps-là, tu peux juste payer en billets US, puis c'est correct. T'sais. Fait que là, il a payé plein d'affaires avec des billets US, puis c'était bien correct. Et là, à l'issue du procès qui dure 19 jours, voulez-vous deviner sa sentence? Coupable. En prison. Coupable, ouais. Mais en tout cas, le monde a l'air d'avoir un peu un préjugé là, par rapport à ça. Là. Ouais. Très, méga coupable. Fait que coupable, et, parce que c'est les années 50, il est condamné à mort. Il est condamné à être pendu. Il est condamné à être pendu le 21 octobre 1955, fait un an et quelques plus tard. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. On n'est pas arrivé au bout du tout. Là, l'autre est venu témoigner. Mais il était marié avec lui, fait qu'il pouvait pas témoigner. L'ours faisait un mot du bon porridge. Oh my god! Pauvre petit ours avec ses 3 lits. Fait que là, tout de suite, les gens commencent à prendre la défense de Coffin dans les journaux. Et il y a des gens qui écrivent des pamphlets et des livres pour dire qu'il est innocent. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Hébert, surtout qui apparemment aimait ça brasser de la merde, et qui écrit « Coffin était innocent » et qui écrit un autre pamphlet qui s'appelle « J'accuse les assassins de Coffin ». Oh, ok, ouais. Et tu te bases sur quoi, monsieur? C'était l'avocat du diable. Il fait l'avocat du diable, puis il dit, basically, ce qu'il dit, c'est que oui, il y a des preuves, mais il n'y a pas assez de preuves pour le condamner à mort. Et il accuse la police d'avoir détruit des éléments de preuve. Fait que là, Coffin voit qu'il y a un soutien du public, tu sais, et il porte sa cause en appel. Big if true. Il porte sa cause en appel, et le 2 septembre 1955, fait que plus d'1 an après sa condamnation, tu sais, on est à 1 mois de sa pendaison, là, ok? L'appel est rejeté. Fait que là, ça s'en vient, là, OK? Je vais être pendu bientôt, faut que je fasse quelque chose. Alors, le 6 septembre 1955, vers 1h30 du matin, Wilbert Wilfrid Coffin s'évade de la prison de Québec où il était gardé. Ben, voyons donc! L'ours est venu l'aider! Il est armé d'un trousseau de clés pour ouvrir les portes, tu sais, et d'un gun qu'il a sculpté dans un bloc de savon. Ben oui. Ok, ça je colle un peu bullshit à ça, là. Un gun dans un bloc de savon, là. On dirait une affaire de film, mais ouais. En tout cas, apparemment, c'est de ça qu'il était armé. Et là, quand il sort de la prison, il débouche sur la rue Grande-Allée à Québec. Je sais pas comment les configurations étaient faites dans ce temps-là, mais c'est ça. Il débouche sur Grande-Allée, puis par hasard, il y a un taxi qui attend là.
C'est pas une place où les taxis attendent d'habitude. Fait que là, Pas à il embarque... 1h30 du matin. Là. Non! Fait que là, il embarque dans le taxi, pis là, le chauffeur est comme, où est-ce que tu vas aller? Pis il est genre, je sais pas. Fait que là, il spin, il roule dans le taxi pendant genre 20 minutes. Puis là, après ça, il dit « Ah! Je sais. Je vais aller chez mon avocat, Raymond Maher. » Son avocat de la défense qui avait pitché de gun en bas du... Oui. Fait que là, le chauffeur de taxi est comme « Cool. » Puis là, c'est clairement Wilbur Wilfrid, il a pas d'argent, je sais pas. En tout cas, il va le porter là-bas. Puis Wilbur Wilfrid va parler avec Raymond Maher, puis Raymond Maher le convainc de retourner en prison. Et moins de 2 heures après son évasion, il est de retour à la prison de Québec. Il était juste allé prendre une marche, là. C'est pas grave. Il était juste allé prendre une marche. Ouais. Fait que finalement, ça a pas marché. Bon. Puis là, le 9 octobre 1951, puis qu'on est encore plus proche de la date de pendaison, tu sais, il produit un affidavit. C'est comme un témoignage qui est comme notarié. Et dans ce témoignage notarié-là, il essaie de réfuter la validité de la preuve qui a été présentée au jury à Percé pendant son procès. Il explique, premièrement, que tout l'argent qu'il a dépensé avait été obtenu légalement. Il fait une liste de tous les jobs qu'il avait eu pour avoir cet argent-là. Il raconte aussi une histoire selon laquelle il aurait vu un Jeep dans le bois avec 2 autres chasseurs américains. Et que ces 2 chasseurs américains-là auraient possiblement été les personnes qui ont tué les autres chasseurs, tu sais. Pas lui, c'est les 2 autres personnes qui étaient dans le Jeep. Pas moi, c'est eux. C'est 2 personnes qu'on n'a jamais entendu parler. Ouais, c'est 2 messieurs qui ont disparu dans la nature. Ouais. On n'a jamais entendu parler des autres avant et on n'entendra plus jamais parler des autres après, mais en tout cas, il dit aussi que, oui, il y avait le canif de Richard Lindsay, puis c'est parce que Richard Lindsay, il avait donné son canif. Il était dans le char, puis il était comme, il est beau ton canif, puis Richard Lindsay était comme, ok. Prends-les. Il était comme, je l'aime ton canif, je peux-tu le prendre? Puis il était comme, ah ouais, puis on s'entend que Wilbur Wilfrid, il est plus vieux, Richard Lindsay, il a 17 ans, tu sais, il est jeune, là, puis finalement il est comme, ah ouais, ok, peut-être, puis il donne en cadeau. Bon. Il dit aussi que, ben, le 12, ok, avant de sortir du bois puis d'être vraiment saut, il était retourné au campement des chasseurs, puis les chasseurs, ils étaient pas là, c'est pas sa faute, il a rien fait, et qu'il aurait volé la valise grise des trucs de Fred Clark, là, dans le trunk du camion des Américains. Fait que là, il est revenu, le camion est en panne, les chasseurs sont pas là, puis il est comme, il y a une valise, je vais partir avec. C'est juste ça qu'il a fait, il les a pas tués! Il a juste volé le stock, il les a pas tués. Et qu'il dit aussi qu'il a jamais donné la permission à son avocat véreux de se débarrasser de la carabine. Jamais. Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux. Non. Oui, Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux, il a pas dit de se débarrasser de la carabine. Non. Fait que là, il signe un affidavit. Et, ben, sa pendaison est remise à un peu plus tard, mais il y a toujours une pendaison qui est scheduled. Fait que là, il fait une autre demande d'appel, puis là, son autre demande d'appel est aussi rejetée. Et là, le 8 février 1956, qui est 2 jours avant sa pendaison, il demande la permission de se marier officiellement avec Marion Petrie parce que ils avaient un fils, ces deux-là. Oh. Puis il voulait que son fils puisse hériter de quelque chose, ou tu sais, que son fils ait un nom officiel et qu'il soit protégé, mais la demande est refusée par Maurice Duplessis, qui était le procureur général de la province. Ben voyons donc. I know! Et là, finalement, le 10 février 1956, Wilbur Wilfrid Coffin est pendu. Bon. Mais ça finit toujours pas là! Il revient à la vie! Ah, là, c'est venu voler le corps! Sérieusement, c'est épouvantable, cette histoire. Alors, on est 4 ans plus tard. En novembre 1958, il y a un Canadien du nom de Francis Thompson qui est arrêté à Miami pour avoir volé des gogos sur des yachts. Encore la Floride pis des yachts. Encore la Floride pis des yachts. Et Francis Thompson était un Mohawk de la région de Saint-Régis. Yeah. Et Francis Thompson était quelqu'un qui avait un historique de problématiques de santé mentale et qui avait eu des problèmes avec la police plusieurs fois auparavant. Et là, en 58, il venait de sortir d'un établissement. Je pense que c'était pour prendre soin de sa santé psychiatrique, là. Et il se serait rendu aux States, puis il aurait volé des gugus sur des yachts. Et là, quand il est incarcéré par la police à Miami, ils font comme « Ok, yo, t'es un Québécois, on devrait contacter la SQ. Peut-être que il y a des trucs qui se passent, puis t'as des long standing charges, puis tu t'es sauvé de la justice, ou tu sais qu'il faut te rapatrier au Québec. » Et là, il contacte la police au Québec, et la police dit « Ah, ben tu sais, nous autres, la seule affaire que, comme, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, ben c'est le truc des chasseurs américains. » Et là, apparemment, Francis Thompson admet qu'il aurait tué les chasseurs américains avec un dénommé John Green. Donc c'est peut-être lui le monsieur dans la Jeep, tu sais, ben voyons donc. Fait que là, la police de Québec fait une liste de 20 questions qu'ils envoient à la police de Miami. Ils sont comme, posez-lui ces 20 questions, nous voulons avoir les réponses. Et là, finalement, Francis Thompson dit, I'm going to lawyer up. Et là, il engage un avocat et il dit, non, finalement, j'ai fait une fausse confession, c'est pas vrai, j'étais pas moi. Et il avait un alibi.
Et son alibi était très très bon. Son alibi était qu'il était à Toronto au moment des meurtres et qu'il travaillait là de juin à décembre. Mais Toronto puis Gaspésie, c'est loin. Ouais, c'était une petite raid, là. C'est une maudite raid, surtout les années 50. Fait que là, il y a un spécialiste de la confession qui s'appelle Warren Holmes, qui est un Américain. Spécialiste de la confession. Ouais, je sais. Apparemment, il avait 350 confessions de meurtre à son actif. Ouais, je sais pas si c'était censé être une preuve de quelque chose, là. Lui, mais il y a plein de monde, il y a des gens qui font ça, là, des fausses confessions pour avoir de l'attention. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Warren Holmes est bien parlé à Francis Thompson et il en conclut que c'est justement ça. C'était pour avoir l'attention, puis c'est parce qu'il a des problèmes de santé mentale qu'il a fait cette fausse confession-là. Il a peut-être été coercé par la police. C'est pas une vraie confession. Mais qu'à cela ne tienne, le doute est semé. De nouveau, puis là, les gens repartent en peur avec les pamphlets pis tout. Fait que là, en 1964, pardon, ça fait 10 ans là, que Coffin a été exécuté, là. Puis ça fait 6 ans depuis le truc de Miami pis des Yakuta. Le gouvernement du Québec décide de mettre en place une commission d'enquête pour élucider cette histoire une fois pour toutes. Okay, la commission d'enquête, elle faisait des centaines et des centaines de pages, mais elle était ô combien intéressante. Parce que non seulement il y avait tous les détails par rapport à qui est-ce qui avait été trouvé, à quelle place, quand, comment, qui était mort de quoi, ce que les journalistes du Soleil n'étaient pas capables de reporter comme du monde. Les vrais noms aussi. Là, les vrais tu noms veux que aussi. je mette des informations claires, tu veux que je fasse ma job, puis moi, je vais te demander de débarquer de mon dos. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas ça ma job de journaliste. Ma job de journaliste, c'est vendre des copies de journaux, puis on va écrire n'importe quoi, puis ça va se vendre. OK, go. Hey, voilà. Fox News, là, Hey. sort Fait de que ce là- corps. La commission d'enquête font une job écœurante et révise tous les éléments de preuve qui ont été présentés pendant le procès et tous les éléments qui sont soulevés par l'affidavit de Wilbert Wilfrid Coffin. Et ils en déduisent que son affidavit était mensonger. C'était juste une manière de se justifier à la dernière minute puis peut-être échapper à la peine de mort, mais il y On s'en avait doutait pas... un peu, mais... L'affaire de Oh. tous les jobs, ils ont pas réussi à retracer ça. Tous les jobs que Wilbert Wilfrid Coffin a dit qu'il avait eu, puis qui étaient les raisons pour lesquelles il y avait eu autant d'argent sur lui à ce moment-là, les juges qui s'occupaient de la commission d'enquête n'ont jamais été capables de retracer ces différents employeurs présumés-là. Et en plus, l'histoire de la Jeep, là, c'était écœurant. L'histoire de la Jeep, ils sont allés à fond dedans. Puis ils ont examiner les dossiers des douanes puis des gardes forestiers de tous les points d'entrée dans la forêt pour la Gaspésie et ils ont recensé toutes les Jeeps qu'il y avait Oh et my God. à qui appartenaient ces Jeeps-là Oh et my où God. se situaient les propriétaires des différents Jeeps au moment des meurtres pour en conclure que il n'y avait aucune Jeep immatriculée des États-Unis dans la forêt à ce moment-là. C'était impossible et c'est des preuves comme factuelles. C'est incroyable la job qu'ils ont fait, là, pour vrai, je Oh leur my lève mon God. chapeau. Là. Hey, les gens journalistes du Soleil, comme- là, on prend des notes, OK? On prend des Il notes. était tanné de voir des pamphlets puis des livres, protéger Coffin, là. Fait qu'en fait, comme, ben là, on va mettre ça au clair une fois pour toutes, là. Il n'y en Ouais, avait pas de Jeep. Ferme ta Il n'y avait gueule. pas de Jeep. Puis justement, ils étaient tannés de voir les pamphlets, puis ils disent dans la commission d'enquête que Jacques Hébert et ses pamphlets, que Jacques Hébert a une plume trempée dans le vitriol et Wow. qu'il essaye simplement de défaire la réputation des autorités et des policiers impliqués dans l'enquête en les traitant de sadiques. Ouais, c'est ça, parce que ça enlève aussi la confiance en les autorités puis le Oui. système judiciaire, surtout, là. Ouais. C'est Puis un sur le truc anarchiste. des sadiques, ça je l'ai pas écrit dans mes notes, mais c'est intéressant quand même. Ce qu'il disait Jacques Hébert dans ses pamphlets, c'est que Alphonse Matt et Raoul Sirois, les deux capitaines Supercop, se seraient déplacés jusqu'à Québec pour voir la pendaison de Wilbert Wilfrid Coffin, même si à ce moment-là, il s'occupait d'autres cas ailleurs dans la province, juste pour le voir mourir et que c'était pour vrai une gang de sadiques. Jacques Hébert, là, il voulait complètement scraper leur réputation à ces hommes-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait de travers, là, ce monsieur-là, parce que il connaissait pas Wilbert Wilfrid Coffin, là, c'est juste un random monsieur. Puis il a vraiment écrit des affaires terribles sur le compte des policiers qui étaient impliqués dans l'histoire. Puis la commission d'enquête, il examine toutes les choses qui sont soulevées par Jacques Hébert dans son pamphlet et parle à différents témoins qui défendent tous les arguments de Jacques Hébert. Non, c'est pas vrai qu'il est en train de rire en regardant Wilbert Wilfrid Coffin se faire pendre. Non, c'est pas vrai qu'il y avait comme un smirk dans leur face. Comme, il est en train de mourir. C'est pas vrai du tout. Ils avaient tout inventé ça pour salir leur réputation. Fait que là, on arrive à la conclusion de l'histoire et le jour d'aujourd'hui. Fait que là, Le jour J. au jour d'aujourd'hui, Aujourd'hui. au jour d'aujourd'hui, c'est très bien dit, il y a encore des gens qui se questionnent sur cette histoire-là. Moi, dans ma tête, c'est très clair que c'est Wilbert Wilfrid Coffin qui a fait ça. OK? Je trouve que toutes les preuves pointent dans ce sens-là, mais apparemment, c'est pas l'avis de tout le monde sur Internet. Alors, il y a un Il y a encore blog... des débats là-dessus.
Oui! Mais voyons donc. Seigneur. Il y a une détective privée qui a un blog que je ne nommerai pas et qui a passé énormément de temps à réviser tous les éléments et tous les papiers officiels. Je ne pense pas qu'elle ait lu la commission d'enquête que j'ai lue, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle soulève que c'est contradictoire par rapport aux preuves qui ont été établies par la commission d'enquête. Fait que peut-être que je suis vendue aux autorités puis que c'est pour ça que je ne vois pas la vérité puis que je devrais wake up. Ou peut-être que la madame elle travaille pour le soleil, puis elle aussi, elle aime pas ça faire Ouais, des peut-être. travaux de recherche trop étendus, parce que sinon elle va manquer District 31. Ouais, peut-être. Alors, cette femme soulève un autre suspect potentiel, qui est un homme du nom de Tracy Boudreau, qui avait 18 ans en 1953 et qui, lui, était un petit cambrioleur de dépanneurs. Un petit bum. Un petit bum de la Gaspésie qui volait des dépanneurs. Et en juillet 1953, il aurait tué un propriétaire de dépanneur qui s'appelait Edgar Audet. Et après l'avoir tué, il aurait demandé au fils d'Edgar, qui avait 11 ans, de lui donner de l'argent, tu sais, l'argent qui était dans le cash register, dans la caisse, bien sûr, sous prétexte que lui, Tracy Boudreau, était un criminel et qu'il avait tué 3 hommes le mois précédent. Fait que là, madame détective privée, elle pensait que les 3 hommes que Tracy Boudreau prétendait avoir tués étaient en fait les 3 chasseurs, puis que c'était clairement ça qui s'était passé. Mais, faut qu'on dise, Alphonse Matt, le super cop, il était au courant de l'existence de Tracy Boudreau et il a dit qu'il n'y avait aucun lien entre les deux cas. Bon. Moi, je fais confiance à lui. Et finalement, dans la presse en 2006, il y a eu un autre smoking gun. Il y a une madame qui s'appelle Micheline Cabot qui a écrit à la presse et au Montreal Gazette pour dénoncer son père, Philippe Cabot-Cabot, un technicien en équipement frigorifique qui habitait à Barachois en Gaspésie. Et apparemment, il y avait un secret dans leur famille, ce secret qui était très mal gardé, et qui était que Philippe Cabot, comme avait rencontré Eugene Lindsay, savait que Eugene Lindsay avait beaucoup d'argent sur lui. Il l'aurait frappé avec son troc pour le tuer, et il aurait pourchassé Richard Lindsay et Fred Clark dans la forêt pour les tuer eux autres aussi, avant de voler tout ce qu'ils possédaient et de repartir. À ce moment-là, quand Philippe Cabot a fait ça, son fils était présent dans son camion. Son fils était là. Il était témoin, puis c'est lui qui a raconté l'histoire à ses frères et sœurs plus tard, après la mort de ce monsieur-là, parce que ce monsieur-là est mort depuis assez longtemps. Comme, ouais, là, quand on était jeunes, là, papa, il a frappé Il a tué quelqu'un! Puis après, il les a chassés. Tout un dimanche en famille. Et tout ça, ben, il l'aurait fait pour l'argent, mais aussi parce qu'apparemment, il était pas nécessairement une très très bonne personne, qui était assez alcoolique, assez violent, qui avait pas une super bonne réputation. Et, ben, c'était un individu de caractère peu recommandable. Ok, mais comment ça se fait que tout le stock était dans les mains de l'autre gars de base? C'est pas expliqué dans l'article, et Micheline Cabot a dit dans l'article qu'elle veut exposer ce que son père a fait pour blanchir le nom de Wilbert Wilfrid Coffin, mais c'est en 2006 et c'est la dernière fois où on parle de cette théorie-là. Alors, je pense qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver que ce n'était pas Wilbert Wilfrid Coffin et pour prouver qu'en fait c'était vraiment le père de Micheline Cabot qui avait fait ça. Alors, c'est une autre théorie qui n'est qu'une théorie et, ben, malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire et on ne saura jamais qui a tué les 3 chasseurs américains. Mais moi, ma théorie, c'est qu'effectivement, il y avait le bon gars. Tu sais. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la fin de mon cas. C'était plein de rebondissements, moi je trouvais ça super intéressant. Megan... Je suis investie, là. Faudrait faire un film avec ça. Ça ferait un bon film avec les 2 Super Cop, là, qui sont les héros, là, pis les 2 Robocop. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment Wilbert Wilfrid Coffin? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, il y avait beaucoup de preuves pour dire qu'il avait volé le stock, mais il y avait pas tant de preuves pour dire qu'il avait tué. Il y a comme une nuance ici, là, aussi. Mais si c'était le père de l'autre, c'est ça qui fait pas de sens, c'est que s'il les a tués pour avoir le stock, pourquoi c'est pas lui qui avait le stock des chasseurs? C'est ça qui est pas clair, mais l'affaire de l'avoir frappé avec une voiture, honnêtement, je trouve que ça peut expliquer bien des affaires parce qu'il pouvait pas dire exactement comment il était mort, Eugene Lindsay. Puis, je veux dire, si tu frappes quelqu'un assez vite, à mon avis, tu pourras peut-être le décapiter, là. C'est peut-être pour ça qu'il avait plus de tête. T'sais? Oui. C'est effectivement une bonne explication. Se sont laissés aller... Fait que, à mon avis, c'est une super bonne explication. Mais là, tu sais, il a jamais été dit que, mettons, il y avait des traces sur le camion de Wilfrid Coffin. Mais ça aurait pu être une super bonne explication. C'est vrai. Sauf qu'on sait pas. Mais moi, je pense que il y a quand même un chaînon manquant, pas... là. Il y a comme quelque chose qui manque entre les deux histoires. Ouais. Parce qu'il y a comme un peu du vrai dans les deux, mais en même temps, on peut pas savoir.
Mais je pense qu'on peut dire assurément que c'est pas le gars qui volait les Yakuza à Miami. Non, et que c'est pas non plus le gars qui a volé un dépanneur en Gaspésie une couple de semaines après, là. Je pense que ça avait probablement pas rapport, puis... Tu sais, à ce moment-là, c'était déjà médiatisé, l'histoire, parce que les articles, c'est vraiment en temps réel, tu sais. C'est comme, on est le 12 juillet, puis on dit, il y a des chasseurs qui sont rentrés dans le bois le mois dernier, puis ils sont pas ressortis. C'est en temps réel. Fait à mon avis, si t'es un petit voleur de dépanneur, puis que tu veux intimider un enfant, oui, tu lui dis, j'ai déjà tué du monde, t'as tué les articles d'un journaux, c'est moi qui ai tué ces gars-là, donne-moi l'argent dans ton cash register. Tu peux dire ça si t'as pas tué 3 personnes. Tu peux mentir. Tu peux mentir. Ouais. Mentir, ça existe. Apparemment, Wilfred Coffin, il faisait beaucoup, puis il le faisait dans son affidavit avec son histoire de Jeep américain. Là. Donc, moi aussi, je suis d'avis que le voleur de dépanneur, selon moi, il jouait au petit thug, là. Ouais, facile vraiment. de dire, ouais, j'ai déjà tué du monde, j'en parle dans ma chanson rap que tu peux écouter sur SoundCloud. Parle, brap. Mais l'histoire de Monsieur Cabot, je suis une journaliste du soleil, tout le monde. C'est intéressant ça aussi parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il manque une sorte de chaînon dans l'histoire parce que voler puis tuer, c'est deux choses complètement différentes. Puis je pense que ton cas fait un petit peu écho à Eugène Poirier dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Eugène Poitras. T'es vraiment une journaliste du soleil. Oui. Moi aussi, c'est correct. On est correct. Edgar Poirier. Edgar Fruitier. C'est Robert Richard, Fred Clark. Ouais, exactement. Donc, un peu comme Eugène Poitras, où on se retrouve dans une espèce de situation étrange que oui, il y a beaucoup de preuves accablantes, mais en même temps, il manque certains morceaux. Donc, encore une fois, moi, je dis que la peine de mort, quand il te manque des morceaux, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais il y avait raison d'aller en appel parce que c'était trop... C'est clairement, la peine de mort était trop intense pour les preuves qu'il y avait, parce que c'est pas des preuves de meurtre, c'est des preuves. Parce que peut-être que le père de l'autre, il avait fait ça parce que c'est un espèce de sociopathe qui voulait juste tuer du monde, puis il était pas intéressé par le stock. Puis après, Cossin est revenu, puis vu comme tout le monde était mort, puis t'es comme... Moi, je vais tout ramasser. Free stuff! Ça se peut qu'il ait fait ça, qu'il soit revenu juste après que tous les hommes soient morts, puis qu'il ait comme looté leur stock. Puis dans ce cas-là, ce serait pas lui qui aurait caché les items, parce qu'il y avait tout le truc où est-ce que dans les campements, il y avait des gens qui avaient essayé de dissimuler des morceaux de vêtements, puis des objets, puis tout en dessous des tas de feuilles, puis c'est ça, il aurait fait ça, il aurait juste pillé, il aurait pris la valise, il aurait pris le portefeuille à Eugene Lindsay, puis... Il sonne plus comme un gros tweet qui aime boire, puis comme un bon vivant, malgré tout, là. Il avait 27 ou 37 ans, on se rappelle. C'est ça, on sait pas trop exactement. Je pense comme il y avait entre 27 et 29 ans. Ouais, ok. Tu sais, dans le temps, les rapports, c'est peut-être moins clair, mais enfin, entre 27 et 37, tu me niaises-tu? Mais les discussions étaient tellement drôles. Quand il parlait de Marion Petrie qui était allée au procès, il disait comme que c'était une petite femme brune avec des lunettes. Puis là, dans mes notes, j'avais écrit « I mean same ». Puis après ça, c'est écrit « c'est une grande femme brune élégante en talons hauts ». Puis j'étais comme... Peut-être qu'elle a eu un espèce de... Elle a eu un makeover. Ils ont enlevé les lunettes, les broches, puis ils ont donné des petites waves. Parce qu'elle est tombée sur Jean Héroldi qui passait par là, puis il était comme « non. » C'était encore le Fashion Police. Il était revenu après avoir fait le Fashion Police des vêtements de l'autre. Il a donné une paire de talons hauts, il a enlevé ses lunettes, puis... il a fait un she's all that. Oh, wow! Ouais. Alors, merci Catherine pour ce old-timey crime que j'ai trouvé vraiment super intéressant. On espère que vous aussi, à la maison, dans vos voitures, chez vous, vous avez aussi trouvé ça intéressant. Alors, si vous avez des preuves sur ce cas, appelez la police. 911, faut le rappeler. Le 911, le IXII si vous vivez à Rome. Alors, appelez la police parce que Catherine et moi, on va juste faire « hot gosse » et on va rien faire. On veut pas se retrouver avec ça, c'est trop incriminant. On veut pas vos secrets incriminants, s'il vous plaît. Non. Par contre, vous pouvez nous écrire si jamais vous avez d'autres suggestions de crimes pour nous, si vous avez des suggestions de café. Pour nous aussi, on est toujours à la recherche de notre prochaine tasse de café. Alors, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Aussi, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, vous pouvez nous trouver @unpeudecrime, et sinon, vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. C'est là qu'on vous partage nos visuels aussi. On vous les partage un petit peu à l'avance si jamais vous voulez vous amuser à deviner mais de quoi on va parler cette semaine. Mais de quoi? Mais de que c'est? On vous invite à faire ça. Et sinon, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de café et plus de crimes. À la semaine prochaine tout le monde! Bye!
Bye-bye. Bye-bye. Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora.